Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose n'allait pas, même lorsque tout autour de vous disait le contraire? Et si, au milieu de votre douleur la plus profonde, un étranger apparaissait pour vous dire que la mort que vous pleurez est un mensonge? Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas de la fiction. C'est l'histoire vraie d'un homme qui a vécu ce que personne n'aurait cru et qui a dû choisir entre faire confiance à ses propres yeux ou à la voix venue de nulle part. Et si la vérité était cachée par les personnes que vous aimez le plus? Avant de commencer, une petite demande. Beaucoup de gens regardent les vidéos ici sur la chaîne et ne se sont pas encore abonnés. Si ce contenu a déjà retenu votre attention dans les premières secondes, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Vous ne voulez pas manquer ce qui arrive, parce qu'aujourd'hui, votre foi peut être mise à l'épreuve et votre âme peut être restaurée. Lucas Souza avait 38 ans. C'était un avocat réputé à Paris, connu autant pour son habileté au tribunal que pour son costume impeccablement coupé. Le genre d'homme qui ne laissait aucune question sans réponse, sauf peut-être celle du cœur. Lorsque la nouvelle de la mort de son père, João Souza, est arrivée, il était en réunion au 6e étage d'un immeuble du boulevard Haussmann, en train de conclure un contrat d'1 million de dollars avec une entreprise technologique suisse. Il n'a pas pleuré tout de suite. Il se tenait juste, là les yeux fixés sur son téléphone portable, comme s'il lisait quelque chose dans une autre langue. João, un immigré brésilien qui a tout construit de toutes pièces en France, avait été victime d'un prétendu accident de voiture la veille au matin, sur une route secondaire à la périphérie de Montreuil. Aucun témoin, pas de caméra, aucune trace. Les funérailles ont été organisées à la hâte, comme tout ce qui concerne les gens riches. La cérémonie s'est déroulée dans un cimetière discret de Neuilly-sur-Seine, entouré de grands cyprès et d'un silence qui semblait répété. Lucas se tenait à côté du cercueil, sa main droite toujours appuyée sur la poche de sa veste, où il gardait un mouchoir qu'il n'utilisait jamais. La douleur n'est pas venue comme un coup de poing. C'était comme un épais brouillard, faisant paraître tout loin. Sa mère, Marie, était étrangement calme, avec les yeux secs et un collier de perles qui tintait à chaque mouvement. C'est alors qu'au milieu des visages, un familier est apparu. Une fille mince, à la peau aussi foncée que du café fort, aux cheveux tressés de perles de bois et à un manteau jaune délavé qui jurait avec tout ce qui l'entourait. Carla. Elle marchait parmi les invités comme si elle n'était pas pressée et s'arrêta à côté de Lucas. Il ne s'en rendit compte que lorsqu'il sentit une légère traction sur sa manche. Et ce qu'elle dit, d'une voix plus basse que le vent, « Ton père est vivant ». Il tourna lentement son visage, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un de familier. Mais tout chez Carla criait le contraire. La première chose qu'il remarqua fut son regard, ferme, sans hésitation, comme s'il ne demandait pas la permission de parler, mais communiquait quelque chose qu'il avait déjà décidé. Lucas essaya de sourire, comme s'il s'agissait d'une certaine confusion. Il pensait que c'était peut-être un ami de la famille, quelqu'un traumatisé par une perte. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle répéta « 7 ». Une fois plus calmement, « Hier, clinique Sainte-Claire, côté Est, je l'ai vu ». Cela m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent, mais avant qu'il ne puisse en demander davantage, Carla s'éloignait déjà, traversant les allées entre les chaises, disparaissant entre les épaules des personnes en deuil, comme si elle n'avait jamais été là. Pendant les minutes qui suivirent, Lucas resta immobile. Le prêtre parlait d'éternité, de rédemption, de passage. Mais et tout se transformait en bruit autour de lui. Il fixait le cercueil comme s'il s'attendait à ce que quelque chose bouge. Il pensa l'ouvrir, mais le tombeau était déjà scellé. Il se souvient que le corps était arrivé de l'examen médico-légal, avec le visage gravement meurtri. La maison funéraire avait suggéré de ne pas le montrer. Maintenant, tout cela ressemblait à un scénario mal écrit. Une fois la cérémonie terminée, il n'a parlé à personne. Il monta dans la voiture, les yeux fixés sur l'asphalte, et demanda à partir seul. En chemin, il a ouvert Google Maps et a tapé « Clinique Sainte-Claire ». C'était là.
rue étroite de l'autre côté de Paris, atteignant presque Bagnolet. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais quelque chose brûlait en lui. C'était un mélange de colère et d'espoir, comme si le sol se craquait sous ses pieds. Et aussi absurde que cela puisse paraître, il décida qu'il devait y aller. Cette même nuit, la clinique se trouvait dans une ruelle presque cachée, entre de vieux bâtiments et des magasins fermés, où l'odeur du pain brûlé se mêlait à celle de l'essence. Lucas est arrivé vers 22 heures, après avoir menti à sa famille, en disant qu'il avait besoin de faire une promenade pour tout assimiler. Il portait une casquette sombre et un manteau épais, comme s'il essayait de se cacher de quelque chose, ou de lui-même. L'édifice Sainte-Claire n'avait rien d'un hôpital. C'était un vieux manoir, avec une façade beige écaillée et des fenêtres trop hautes pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Sur le panneau d'entrée, les lettres ont été partiellement effacées. Tout ce qu'on pouvait lire était « des centres de rétablissement mental et neurologique ». Il sentit un étrange frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas de la peur, c'était le sentiment que quelque chose de vraiment important était sur le point de se produire, quelque chose sur lequel il n'y avait pas de retour en arrière. Avant de sonner, il a observé pendant quelques minutes. Il n'y avait aucun mouvement visible. Une dame marchait sur le trottoir avec un chien et lui jeta un rapide coup d'œil, comme si elle reconnaissait quelque chose d'inhabituel chez l'homme qui se tenait là, seul, si tard. Lorsqu'il a finalement appuyé sur le bouton, une voix robotique a répondu depuis l'interphone, demandant une pièce d'identité. Lucas hésita, puis dit qu'il voulait des informations sur un éventuel patient. Il a inventé un nom au hasard. Michel Dumas. Silence. Après quelques secondes, la porte électronique émit un clic sourd et il la poussa lentement. À l'intérieur, le couloir était faiblement éclairé, avec un plancher en bois qui craquait à chaque pas. L'odeur d'éther et de moisissure envahit ses narines. Une réceptionniste est apparue derrière un grand comptoir, portant des lunettes rondes, du rouge à lèvres taché et une expression qui semblait figée dans le temps. Elle a demandé « Avez-vous un rendez-vous » Lucas a simplement répondu « Je cherche ». « Quelqu'un qui ne devrait pas être ici. » La femme hésita. Ses yeux se plissèrent comme s'il évaluait Lucas de l'intérieur. Il n'a pas répondu immédiatement. Il a simplement pris un dossier gris, un de ces vieux dossiers avec des pages plastifiées, et a commencé à le feuilleter lentement, comme quelqu'un qui cherche un nom dont il sait déjà qu'il est là, mais qui veut gagner du temps. Lucas pouvait sentir la sueur couler dans son dos, même avec le froid mordant de l'endroit. Tout dans la pièce ressemblait à un vieux film, les murs écaillés, les meubles en bois sombre, le tic-tac insistant d'une horloge murale aux aiguilles exagérément grandes. La réceptionniste leva les yeux, l'air indéchiffrable, et dit « Vous ne devriez pas être ici. Revenez demain avec votre permission. » Mais c'est à ce moment-là que Lucas vit, en arrière-plan, traverser rapidement le couloir, un homme grand, le dos cambré, avec la même démarche lente que son père lorsqu'il commença à ressentir des douleurs dans le dos. Lucas n'a pas réfléchi à deux fois. Il laissa la réceptionniste parler toute seule, traversa le comptoir et entra dans le couloir sans se retourner. Il passa devant une pièce avec des fauteuils roulants empilés, une autre avec des lits recouverts de draps jaunis. Cet homme, maintenant plus loin, portait une robe blanche et marchait avec difficulté, comme si ses genoux étaient bloqués. Lucas accéléra le pas, trébuchant presque sur un support de perfusion abandonné sur le sol. Lorsqu'elle tourna le dernier coin du couloir, elle le vit entrer dans une pièce. Il s'est arrêté à la porte. Le numéro était 217. Il prit une profonde inspiration. Pendant un instant, il eut l'impression que tout cela n'était qu'un immense piège. Une fois cette porte ouverte, il pourrait ne plus jamais en sortir. Mais quelque chose de plus fort le poussait. Et en entrant, le temps s'est arrêté. Là, assis dans un fauteuil en cuir craquelé, regardant par la fenêtre comme s'il attendait quelque chose qui n'arrive jamais, se trouvait João, vivant, âgé. Mais c'est incontestablement lui. João était plus mince, son visage marqué par de nouvelles rides, et ses cheveux, auparavant gris et peignés avec précision,
tombaient désormais en mèches désorganisées, comme si chaque mèche portait un morceau de ce qu'il avait vécu ces derniers mois. Il ne s'est pas retourné immédiatement. Il continua à regarder par la fenêtre, comme s'il savait déjà que son fils était là. Lucas resta quelques secondes sur le pas de la porte, ne sachant pas quoi dire, le cœur battant dans sa gorge. Son esprit a essayé de l'expliquer rationnellement, mais rien ne convenait. Le père avait été enterré ce matin-là. Il avait tenu la poignée du cercueil, il avait écouté le sermon. Il avait jeté de la terre dans la tombe. Mais maintenant, il était là, vivant, respirant. Quand John tourna finalement son visage et le regarda, leurs regards se croisèrent. Et il n'y avait aucun doute là-dessus. Ne demande même pas, juste une vieille douleur qu'ils reconnaissaient tous les deux sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Lucas s'approcha lentement, comme s'il marchait vers un miracle. Il s'assit sur le bord du lit et regarda son père, sans parler. João sourit, mais c'était un sourire tordu et fatigué, le genre de sourire qui cache plus qu'il ne montre. « Je savais que tu viendrais », dit-il, la voix rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis des semaines. Lucas déglutit difficilement. « Je voulais tout demander, mais je ne savais pas par où commencer. » João a montré une petite étagère à proximité où se trouvait une photo de la famille, lui, Lucas et Marie, prise il y a de nombreuses années sur une plage de Biarritz. « Il voulait m'effacer, mon fils, » murmura-t-il. « Mais toi, tu es têtu comme moi. » Cela a suffi à Lucas pour comprendre que le trou était bien plus profond. Il n'avait pas seulement retrouvé son père. Il venait d'ouvrir une porte qui menait directement à une toile qui engloutissait toute sa vie et qui avait été soigneusement cachée sous l'apparence impeccable de sa famille. Lucas ferma les yeux un instant, essayant de réorganiser ses pensées. C'était comme être dans un cauchemar à l'envers. Tout avait moins de sens parce que c'était trop réel. Il regarda à nouveau son père, cette fois plus attentivement. John avait des marques sur ses poignets, fines et fraîches, comme s'il avait été retenu pendant un certain temps. Ses yeux, bien que fatigués, avaient encore cette lueur obstinée de quelqu'un qui n'acceptait jamais un non comme réponse. « Pourquoi t'ont-ils fait ça ?» Lucas a demandé dans un murmure. João prit une grande inspiration et répondit sans détour « Parce que j'ai trop découvert, et je voulais le partager. » Il a expliqué qu'au cours des derniers mois précédant l'accident, il avait commencé à enquêter sur de vieux documents de l'entreprise familiale. Il a constaté des mouvements étranges, des contrats signés sous de faux noms, des transferts détournés vers des paradis fiscaux. Lorsqu'il a confronté Marie et les partenaires plus âgés, il a disparu 3 jours plus tard. Ils me gardent ici avec un faux rapport, un diagnostic de confusion mentale post-traumatique. Ils ont dit que j'avais eu un épisode après l'accident, mais pensez-vous qu'un épisode puisse durer 6 mois dans un silence complet? Lucas sentait sa bouche s'assécher à chaque mot. Tout ce qu'il avait construit comme image de sa famille s'est effondré là, dans cette pièce étouffante, entre les murs humides et l'odeur de l'alcool. « Et Carla ?» il a demandé. John le regarda avec une lueur de gratitude. « La seule bonne âme ici. Sa mère travaille à la blanchisserie. Elle m'a entendu tout lui raconter en secret et m'a dit qu'elle te tiendrait au courant. » Lucas sentit une boule dans sa gorge. Cette fille, simple, que personne ne remarquait, était le seul pont entre le mensonge et la vérité. Il s'est levé sur un coup de tête. « Je vais te sortir d'ici maintenant. » Mais John tenait fermement son bras. « Si tu fais ça maintenant, on mourra tous les deux. Il surveille tout, chacun de tes pas, chacun de mes faits et gestes. » Et c'est là que Lucas a compris. Sortir de là serait plus difficile que d'y entrer. Lucas s'assit à nouveau, ses pensées se bousculant désormais, comme si le temps s'était arrêté de suivre une ligne droite. Il regarda autour de lui, à la recherche de caméras, d'insectes, de tout signe indiquant qu'il était surveillé. Mais c'était pire. Le silence de cet endroit semblait cacher les yeux dans chaque fissure. « Qui sont-ils, père ?» demanda-t-il, presque essoufflé. João le regarda fixement, comme s'il testait le courage de son fils. « Ta mère, ton oncle Henri, même le docteur Bastien, l'avocat de la famille. Ils sont tous au courant. Ils ont besoin que je disparaisse légalement pour garder le contrôle de l'entreprise. Je voulais tout partager entre mes petits-enfants.
fonder une institution. Mais je suis devenu un obstacle. Lucas sentit son estomac se retourner. C'était comme si toute sa vie avait été construite sur un théâtre. Et maintenant, il avait tiré le rideau de la scène pour découvrir que tout cela n'était qu'un acte. La colère grandit en lui silencieusement, comme un feu qui se déclare derrière les murs. « Je ne peux pas te laisser ici », dit-il d'une voix basse mais ferme. John hocha la tête, mais avec un regard lourd. « Je sais, mais il faut le faire comme il faut, discrètement, avec des preuves. Sinon, ils diront que tu es devenu fou aussi. » Lucas se leva, redressa son manteau et dit qu'il reviendrait le lendemain avec Carla. Mais avant de partir, il regarda à nouveau son père et lui demanda « Pourquoi n'as-tu pas essayé de t'enfuir avant ?» John sourit tristement. « Parce que j'avais besoin que tu le saches par toi-même. Parce que si tu le découvrais par toi-même, personne ne pourrait te manipuler plus tard. Et parce que la seule chose qui me maintenait en vie, c'était d'attendre ton arrivée. » La phrase résonnait dans la tête de Lucas alors qu'il marchait dans les couloirs de la clinique. Il ne savait pas comment, mais il savait qu'il n'aurait pas de repos tant qu'il n'aurait pas sorti son père de là et révélé au monde ce qui lui avait été fait. Le lendemain matin, Lucas s'est réveillé avant le réveil. Le ciel de Paris était encore couvert d'un épais gris, mais il sentait déjà le jour palpiter différemment. Il a envoyé un SMS à Carla en utilisant le numéro qu'elle avait écrit au stylo sur une serviette et laissé discrètement dans sa poche pendant les funérailles. « J'ai besoin de te parler. Aujourd'hui. » En moins de 2 minutes, elle a répondu par un simple point, comme si elle s'y attendait. Ils se donnèrent rendez-vous dans un simple café de Belleville où les serveurs parlaient plus arabe que français et où l'odeur de menthe se mêlait à celle du pain frais. Carla était déjà là quand il est arrivé, assise près de la fenêtre, avec un carnet dans les mains et un regard alerte qui semblait être celui de quelqu'un de bien plus âgé que les 16 ans qu'elle semblait avoir. « Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» fut la première chose qu'elle dit. Lucas hocha la tête. Il resta assis en silence, commanda du thé et lui demanda comment elle savait tout cela. Carla prit une profonde inspiration et joua avec son carnet. « Ma mère fait le ménage dans l'aile nord. Un jour, j'ai entendu son nom. J'ai trouvé ça étrange, car on l'avait déclaré mort. Puis j'ai vu sa photo dans les journaux. C'était le même homme. Elle a dit que Joan lui parlait chaque fois qu'il le pouvait. Il a parlé de Lucas, il a parlé de la peur d'oublier qui il était. Il a écrit de petits mots et lui a demandé que si quelque chose arrivait, elle retrouve son fils. C'est pour ça que je suis allé à l'enterrement. Je savais qu'ils allaient tourner la page, comme s'il était mort. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. » Lucas tenait fermement le verre. Cette fille, que personne dans la famille ne remarquerait, avait plus de loyauté que tous les adultes qui l'entouraient. C'était comme si Dieu avait envoyé un ange avec des trous dans ses baskets et un sac à dos déchiré pour sauver ce qui restait de sa vérité. Carla ouvrit le carnet et montra à Lucas une série de notes manuscrites, dans l'écriture tremblante de quelqu'un qui écrit sous pression. Il y avait des noms, des dates, des mots de passe, de courtes descriptions de dialogues et de réunions. Joan avait tout enregistré, depuis le jour où il avait remarqué les premiers signes de la conspiration jusqu'aux moments les plus récents, enfermé dans cette clinique. Il m'a demandé de garder ça. Il a dit que ça pouvait être dangereux, mais que c'était le seul moyen de te protéger. Lucas feuilletait chaque page avec le cœur lourd. C'était la preuve vivante que tout ce qu'il croyait à propos de l'histoire de sa famille avait été déformé. C'est suffisant pour ouvrir une enquête. Mais il nous faut plus. Il faut le filmer, l'enregistrer en train de parler, quelque chose qui détruirait leur récit. Mais s'ils se rendent compte qu'il est avec toi, il pourrait agir en premier, répondit Carla, les yeux sérieux. Lucas savait qu'il marchait sur des champs de mines. Les gens riches et puissants ne jouent pas à des jeux de complot. Ils dissimulent leurs traces. Il a décidé d'agir comme il l'avait fait au tribunal. Calmement, méthodiquement et avec une stratégie impeccable. Il a appelé un ami journaliste, Antoine, quelqu'un en qui il avait confiance depuis l'université. Il a raconté une partie de l'histoire et a déclaré qu'il avait besoin d'aide pour enregistrer une interview, clandestinement.
Si c'est vrai, ça va secouer tout Paris, répond Antoine, en fixant un rendez-vous pour le soir même. Lucas raccrocha le téléphone et regarda Carla. « Avez-vous une idée de ce qui va se passer ?» Elle hocha la tête, un petit sourire tirant le coin de ses lèvres. « Je le veux, et je suis prêt. Parce qu'il mérite plus qu'un tombeau vide. Il mérite justice. » Le soir, Lucas et Antoine se sont retrouvés dans un parking souterrain près de la gare de Lyon. Antoine, un homme d'âge moyen avec une barbe de 3 jours et un regard éternellement méfiant, avait apporté un petit sac à dos avec le matériel nécessaire, des microphones cachés, un appareil photo compact avec vision nocturne et un dispositif de transmission sécurisé. Si quelqu'un surveille, cet endroit, nous avons 20 minutes maximum, dit-il en allumant rapidement une cigarette. Lucas expliqua l'agencement de la clinique, décrivit les couloirs, les horaires de travail et le chemin le plus discret pour accéder à la chambre 217. Carla était là aussi, enfilant l'uniforme de sa mère pour entrer par l'entrée de service. C'était surréaliste. Le trio improbable composé d'un avocat d'élite, d'un adolescent invisible et d'un journaliste discrédité était sur le point de révéler l'un des plus grands scandales familiaux de la haute société parisienne. Ils sont entrés par la porte arrière où Carla avait caché une copie de la clé d'accès. Ils passèrent devant un entrepôt sombre, sentant le vieux savon et l'humidité, et montèrent en silence jusqu'au 2e étage. Les couloirs semblaient encore plus étranges la nuit, avec les ombres projetées par les lumières de secours clignotant par intermittence. Dans la chambre 217, João était réveillé, assis dans le même fauteuil qu'avant, comme s'il savait que ce serait une nuit différente. Quand il a vu Lucas avec quelqu'un, il n'a pas eu peur. Il a juste pris une profonde inspiration et a ajusté sa robe. Antoine installe rapidement le matériel, positionnant le micro sur un bouton de la chemise de João. « Dis tout, depuis le début, » dit Lucas, et j'en parla. Pendant 22 minutes, il a révélé des noms, des dates, des plans de blanchiment d'argent et le plan visant à simuler sa mort. Il n'y a eu aucune hésitation. Sa voix était ferme, chargée de décennies de douleurs refoulées. Et à la fin, il a regardé la caméra et a dit « Je ne veux pas me venger. Je veux juste que mon fils puisse vivre sans avoir peur d'être qui il est. » L'enregistrement terminé, Antoine éteignit l'appareil en tremblant. « C'est de la dynamite !» marmonna-t-il en fourrant tout dans son sac à dos comme quelqu'un qui transporte un secret de guerre. Lucas dit au revoir à son père avec une longue poignée de main. Ils n'ont rien dit. Ils n'en avaient pas besoin. Les yeux de João, remplis de larmes, disaient déjà tout ce que les mots ne pouvaient plus contenir. Carla est restée avec lui dans la chambre, veillant à ce que le retour forcé à la routine n'attire pas l'attention. Lucas et Antoine repartent par le même chemin, désormais encore plus silencieux. En voiture, Antoine roule à phare éteint jusqu'au portail. « Tu as une idée de ce que nous venons de faire ?» il a demandé. Lucas regarda par la fenêtre. Dehors, Paris dormait comme si le monde était un endroit ordinaire. Mais à l'intérieur de lui, tout avait changé. Dans les heures qui ont suivi, Antoine a téléchargé le matériel sur un serveur sécurisé et a envoyé des copies cryptées à 3 médias. Tôt ce matin-là, alors que Lucas était assis tranquillement à boire un café dans son appartement, la vidéo a commencé à circuler parmi les journalistes d'investigation et les avocats liés au réseau de défense des droits de l'homme en France. L'impact a été immédiat. En moins de 6 heures, le nom de João Sousa est apparu dans les gros titres comme « L'homme d'affaires disparu qui réapparaît vivant après une prétendue conspiration familiale ». Le téléphone de Lucas n'arrêtait pas de sonner. Il a d'abord été reporter au Monde, puis agent de la police fédérale française. Il les a tous éteints. Il vient de répondre au message de Carla. « Tu l'as fait ?» Et elle a simplement répondu « Toi aussi ». Ce sentiment d'impuissance qu'il avait saisi pendant les funérailles a maintenant cédé la place à quelque chose de nouveau, une étincelle de justice, et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, la paix. Dans les heures qui ont suivi, une équipe du parquet s'est rendue à la clinique Sainte-Claire avec une ordonnance du tribunal. L'entrée, jusqu'alors ignorée même par les voisins, était désormais entourée de véhicules et de journalistes.
João a été retiré sous les applaudissements discrets des infirmières qui jusque-là avaient fait semblant de ne rien savoir. Marie, après avoir appris l'opération, n'est pas apparue en public, mais ses avocats ont publié une déclaration indiquant qu'ils n'étaient pas au courant des irrégularités mentionnées et regrettent profondément tout malentendu. Lucas observait tout depuis le bureau d'Antoine, où il s'était réfugié pour éviter d'être exposé. Il se sentait épuisé, mais soulagé. Ce n'était pas une victoire parfaite, il y avait encore beaucoup à faire, mais elle était réelle. Et après tout, c'était ce qui comptait le plus. João a été emmené dans un hôpital public pour des examens, et quelques jours plus tard, il a séjourné chez un vieil ami à l'extérieur de la ville. Lucas lui rendait visite tous les jours. Ils n'ont pas beaucoup parlé. Parfois, il restait assis en silence, écoutant la vieille radio jouer de vieilles chansons françaises. La police a ouvert une enquête officielle et plusieurs personnalités de l'élite parisienne ont été appelées à témoigner. Les masques ont commencé à tomber un par un. Lorsque Lucas a reçu le premier appel de Marie, il n'a pas répondu, mais il a écouté le message vocal. Elle a pleuré. Il a déclaré avoir agi ainsi par peur, sous la pression et parce que leur monde ne permettait pas la faiblesse. Il n'a pas répondu. Il a sauvegardé l'enregistrement dans un fichier intitulé « Vérité qui blesse ». Non pas par méchanceté, mais pour se rappeler que la vérité coûte cher, mais que les mensonges coûtent toujours plus cher. Au fil des semaines, Lucas a commencé à remarquer comment la vérité transforme non seulement la vie de ceux qui la découvrent, mais aussi la façon dont il voit le monde. Il ne voyait plus sa carrière de la même manière. Les tribunaux semblaient plus petits, les affaires moins urgentes. Il a commencé à refuser les dossiers impliquant de grandes entreprises et a commencé à consacrer une partie de son temps à la fondation qu'il a décidé d'ouvrir au nom de son père. Une institution qui offrait une assistance juridique gratuite aux personnes âgées en situation d'abandon ou de maltraitance. Le nom, Fondation 217, en référence à la pièce où John a été retrouvé. Le choix du nom était une sorte de cicatrice publique, un rappel de l'endroit où les mensonges ont tenté d'effacer la vie de quelqu'un et où le courage a fait son premier pas. Carla a également vu sa vie changer. Grâce au soutien de Lucas, il parvient à obtenir une bourse dans une école prestigieuse du centre de Paris. Aussi, premier de la classe selon les professeurs, mais elle n'a jamais changé d'essence. Elle a continué à se promener avec le même manteau jaune, maintenant avec une broche discrète avec les initiales JS épinglées sur la poche. Elle est devenue bénévole à la fondation, aidant les autres à dénoncer les injustices. Lucas a dit qu'elle avait quelque chose que même le meilleur avocat ne pouvait pas offrir, la vérité dans ses yeux. Et João, même avec sa santé affaiblie, est resté ferme. J'ai passé mes journées à lire, à écrire des souvenirs et à rendre grâce. Il n'y avait aucune amertume en lui, juste une nouvelle sérénité que seuls ceux qui ont vu leur propre existence niée et récupérée peuvent cultiver. Des mois plus tard, par un après-midi calme de septembre, Lucas emmena João se promener le long des rives de la Seine. Le soleil se reflétait sur l'eau comme s'il s'agissait d'or liquide, et les deux marchaient lentement, sans hâte, comme si chaque pas était une conquête. Jean s'arrêta devant le pont Alexandre III et regarda la ville. « Sais-tu ce qui m'a fait le plus mal ?» il a dit. « Ce n'était pas la captivité, ni le silence, c'était le fait d'être oublié par celui que j'aimais le plus. » Lucas n'a pas répondu. Il posa simplement sa main sur l'épaule de son père et resta là, à côté de lui, en silence, comme une promesse tacite qu'il ne traverserait plus jamais cela seul. À ce moment-là, le temps semblait s'être arrêté. Peu importe les poursuites judiciaires, les gros titres ou les coupables. Tout ce qui comptait, c'était les retrouvailles, le nouveau départ, le fil de la vie renoué avec des mains fermes. L'histoire de João Sousa s'est répandue dans le monde entier. Il a été présenté dans des documentaires, a fait l'objet de débats dans les universités et a inspiré des projets de loi visant à réglementer les établissements d'internement psychiatrique en France. Mais pour Lucas,
Rien de tout cela n'avait autant d'importance que ce qui s'était passé en lui ce jour-là lors des funérailles. Car c'est là, au milieu de la douleur, lorsqu'un inconnu le tira par la manche et lui murmura l'impossible, que tout changea. La foi qu'il pensait avoir perdue est née de nouveau, non pas par un dogme, mais par des choix. Et c'est ce qu'il a finalement compris. La vérité n'apparaît pas comme un coup de tonnerre. Elle arrive comme un murmure au milieu du deuil, comme une fille dans un vieux manteau qui dit « Ton père est vivant ». Et parfois, c'est tout ce dont l'âme a besoin pour s'éveiller. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.